Eh bien, bonsoir, je pense qu'on va démarrer ce moment hommage à Abdelmajid Kawa. C'est quand même toujours avec de l'émotion que je l'évoque. Cette soirée quand même s'inscrit dans les journées d'Averroès. Il y a déjà eu une soirée avec l'historienne Sophie Bessis la semaine dernière et demain une autre soirée avec Areski Metref qui est ici et qui nous parlera de son dernier ouvrage. Donc ce soir c'est cet hommage qui a été réalisé avec beaucoup d'amis, de compagnons, compagnes de route, de poésie. Donc il y aura beaucoup d'interventions, et puis il y aura aussi des images, et puis peut-être une petite vidéo, quelques notes de musique. Voilà, donc je ne vais peut-être pas vous énumérer tous ceux qui vont intervenir, je vous dirai deux mots au fur et à mesure, peut-être. Et puis bien sûr, remercier quand même tout de suite la famille Nacera Kawa qui est venue avec son fils et Yacine, qui est tout le portrait de son père. Voilà, donc pour démarrer, on va donner donc la parole à Areski Metref, qui est connu à Toulouse, qui nous fait l'honneur de venir assez souvent rencontrer les amis d'Averroès. Donc il est, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est journaliste, il est poète, il est un écrivain algérien. Il a beaucoup écrit en Algérie. Il a rencontré avec Tahar Djaoud à l'époque, avait créé donc une revue. Et donc aujourd'hui, il écrit des romans, des essais, du théâtre. Et il nous présentera donc demain son dernier roman qui s'appelle Traquenard, qui vient de publier en 2025, si je ne me trompe point. Voilà. Et c'était un compagnon de longue date d'Abdelmajid Kawa. Donc je vais lui laisser la parole pour parler d'Abdelmajid. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme moi aussi, comme mon ami me dit, je suis bavard. Donc j'ai écrit mon texte comme ça, je suis sûr que je ne dépasserai pas le temps qui laissait la parole un peu aux autres. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme dont le nom est indissociable d'une certaine idée du journalisme, de la culture, de la poésie et de l'engagement politique. Cet homme, c'est Abdelmajid Kawa. Parler de lui, ce n'est pas simplement retracer sa carrière, c'est aussi raconter l'histoire d'une intégrité qui n'a jamais fléchi, même face aux vents les plus violents. À travers ces quelques mots, je voudrais parcourir un peu sa trajectoire de Médéa, où je l'ai connu, aux salles de rédaction d'Alger, où on s'est pas mal fréquenté, jusqu'à l'ombre mélancolique de l'exil ici à Toulouse. Un homme qui, toute sa vie, s'est posé cette question déchirante et très sérieuse: que pèse une vitre qu'on brise? Abdelmajid, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Sans doute était-ce dû à sa bonhomie, à son contact facile, mais je me souviens quand même de notre première rencontre. Ce devait être en 1973. J'étais alors jeune journaliste débutant. J'allais faire des reportages dans les lycées et c'est lui qui me reçut au lycée de Médéa. À peine 24 ans, il était déjà responsable wilayal de la JFLN. Je crois que ça s'appelait un fédéral. Donc il avait la responsabilité de toute la wilaya de Médéa. Pourtant, dès les premières minutes, nous n'avons pas parlé de politique, nous avons tout de suite parlé de poésie. J'étais fasciné par sa culture
il pouvait vous citer comme ça, pêle-mêle, Tagore, Walt Whitman, René Char ou Derwish dans la même phrase. C'était un dévoreur de livres, capable de lire en même temps un essai sur le structuralisme, un roman noir de Chase et un texte philosophique. En 1975, son destin bascule, puisqu'il est élu dans la nouvelle organisation de jeunesse qui est élu l'UNJA. On lui demande de rester à Alger pour créer un nouvel hebdomadaire qui allait s'appeler l'Unité. Medjid n'avait jamais dirigé de journal, n'avait jamais fait de journalisme. Pourtant, il s'imposa tout de suite, il savait écouter, il avait un sens politique aigu, il a fait de ce journal une véritable école. Au lieu de recruter des professionnels, il a fait confiance aux jeunes, à des étudiants, à des talents bruts. Bien avant que l'intégrisme ne devienne une menace sanglante, donc au milieu de ces années 70, le journal, sous l'impulsion de Abdelmejid Kawa, avait déjà des positions de dénonciation de l'intégrisme. Et sous sa houlette, l'Unité est devenue plus qu'un journal, c'était un pôle de résistance intellectuelle. Mais derrière le directeur, il y avait toujours le poète. Avec la multiplicité des tâches qu'il y avait au journal, ses responsabilités nationales au niveau de l'UNJA, il a trouvé quand même le moyen de créer des éditions de poésie qu'on avait appelées les éditions du Stencil, qui étaient très frustes. Voici le premier numéro, pour vous dire. Hein. Et ce premier numéro, il est d'autant plus émouvant que le dessin, c'est un poème qu'on a écrit conjointement, lui et moi, à quatre mains, et le dessin est pour les gens qui le connaissent, de Mohamed Dorban, qui a été assassiné pendant la décennie noire. Alors, il y avait toujours le poète Medjid, derrière Medjid, il y avait toujours le poète, quoi qu'il fasse. Sa poésie, c'était une poésie de la profondeur et de la densité. C'est une architecture du silence, c'est une écriture qui va chercher la moelle épinière de l'existence, là où la douleur de l'histoire rencontre l'espoir. Chez lui, la densité n'est pas une obscurité, c'est une concentration de lumière. Et pourtant, par pudeur et par éthique, même quand il faisait ses éditions du Stencil, il refusait de se publier lui-même. Il ne voulait pas qu'on l'accuse d'utiliser son poste pour sa propre gloire. Il a fallu toute l'insistance, je me souviens, de Tahar Djaoud pour qu'il accepte enfin de sortir aux éditions de l'Unité, par quelle main retenir le vent. En 1981, l'expérience de l'Unité allait s'arrêter, en tout cas avec lui, puisqu'on a voulu forcer les cadres à prendre la carte du parti unique. Medjid a dit non. Il a préféré démissionner plutôt que de perdre sa liberté. Nous sommes partis avec lui quelques-uns par solidarité. Puis est venu le temps de l'exil en 1994. Pour lui, l'exil a été une blessure ouverte. Il l'écrivait d'ailleurs si bien, je le cite, « Je n'ai pour tout bagage que le cri d'un oiseau blessé et ce poème qui s'obstine à vouloir fleurir sur le bitume. » Abdelmejid nous a quittés, loin de sa terre, mais sa voix est toujours là. Pour finir, laissons-le parler une dernière fois. Je n'ai point de pays, sinon celui que je bâtis avec les décombres de mes rêves et le feu de mes mots, qu'importe si la main tremble pour retenir le vent, puisque le cœur, lui, rassemble ce qui survit au temps. Medjid a dirigé un journal qui s'appelait l'Unité, et il nous a laissé comme une espèce de boussole l'unité de cœur. Merci. Je ne vais pas abuser de votre... alors, un soir, le 31 décembre 1977, on s'est retrouvés pour prendre un pot à Blida. Et comme ça, on a commencé à écrire, il y avait une feuille qui circulait, et on a fait un texte tous les deux. À un moment, on ne savait plus qui a écrit quoi.
Et ça a été le premier numéro de ces éditions très très artisanales, mais à l'époque c'était assez répandu parce que l'édition officielle était un peu fermée, donc on essayait de se débrouiller un peu, de faire circuler des textes voilà, au stencil. Donc ça a été le premier numéro de ces éditions du stencil qui allait connaître une dizaine de numéros. Et ça s'appelle « Bonne année ou les joies perfides ». Alors je vais vous lire juste un petit extrait, si j'arrive, parce que c'est tellement... Et la mer s'abîme, s'use, se lave de ses insolences préméditées. La mer nous retrouve après des millénaires d'absence crue, intacte et parfois mensonger, et se perd dans l'étendue de ses dilemmes imprécis. La mer encore nous regarde et fait mouvoir sur la grève à moitié gorgée de lumière et de poussière l'exubérance mutilée de ses algues, de ses roches décapitées et de son écume. Et nous, un alphabet éclairé, sentinelle assise sur nos intelligences calcaires, nous clouons notre certitude d'être à la fragilité du sable et nous regardons à notre tour se dérouler le tapis houleux des flots. Nous avons raté un premier virage et conquis une brassée d'algues. Et nous avons ramassé une poignée de cailloux d'usure à l'usage de nos gesticulations ridicules sous le ciel d'histoires confuses. Convaincre ses empreintes à jamais effacées, convaincre ses semblables dispersés dans les taillis de la vie, ignorantes, convaincre avec le récit des pulsations souveraines, des algues que le vent des aubes fertiles souffle, à poitrine d'homme, à ras de rumeurs malignes et d'exclamations souterraines. Et par-dessus tout, la caresse ciselée des mouettes imaginaires sur la croupe du soleil en guerre. Mais la guerre peut à son aise battre le rappel érigé en feuillage de chêne effeuillé. La guerre peut. Mais voilà, demeure la mer, comme une plaie qui s'obstine à montrer ses abysses, comme un herbier d'où nous puisons nos initiales vérités. Nous sommes nés de la mer et nous y sommes. L'arrière du bonheur reconnaît ses erreurs. La ville est là, comme un crachat facile, avec ses fruits métalliques et ses filles de sable. C'est le premier cliché, c'est la dernière bêtise à ne jamais éviter. Caprice, caprice des vitrines tendues, comme des sexes de chocolat ruisselant de soumission. Les éclopés de la vie ont un membre en plus qu'ils dissimulent sous les feux rouges. Maudit de la circulation, passé piéton, passé sans mémoire à travers les cul-de-sac des villes impavides, donné aux gérants de l'illusionnisme comme un gage de fidélité absurde. Passé piéton, regardez vos regards ahuris, impuissants, taciturnes, amers de sensations dans les miroirs élimés qu'on vous tend d'une main gantée, et les journaux, ignorant l'énigme des nuits sans clair de lune, vous font envier sur 6 colonnes. Ils vous disent une fournée de feux rouges, ils vous disent des feux rouges, ils vous disent des fourrures éclatées comme des pelures d'oranges amères sur les toits insonorisés de la Casbah, ébahis par ces déménagements secrets et aigus, convoquant ces syndicats ottomans, les 7 portes de la réclusion féminine, dans ce royaume d'audace de la réclusion qui châtie les voyeurs et récompense l'indiscrétion. Le rite exigeait dépassant l'ignorance des convenances établies, qui matin s'était levé au parfum de l'iode, se devait de s'endormir au loisir du jasmin. Nous parlons déjà d'un temps assommé, nous parlons déjà d'un temps bicéphale, et nous vivons une vie qui exhale un avant-goût de misère et un arrière-goût de révolte larvaire. Nous disons dans nos cœurs impénitents de musique et de fleurs interdits, des casbahs imprudentes mais justes. Nous disons cette musique à fleurs de pupille qui voit et fait voir l'âme des mers immortelles, transport de l'âme et blessure des corps. Nous vivons un temps bicéphale. Je m'arrête là, c'est beaucoup plus long. Voilà, et avant de rendre la parole, comme on dit à la radio, un ami commun m'a chargé de lire un texte d'hommage à Medjid. Il savait que je venais ici. Pardon.
Alors c'est Youssef Haït Tahar, un journaliste très connu en Algérie. Majid, des êtres tels que toi ne devraient jamais quitter ce monde qu'ils savent rendre meilleur pour tous ceux qui les entourent et ceux encore plus nombreux et plus lointains. Ton intelligence, ta bonté, ton humilité, tu les as données généreusement à tes proches, à tes amis, tes collègues, mais également à toute l'humanité dont tu as défendu inlassablement le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit au bonheur. Majid, le directeur de l'unité que tu fus pendant les dures années du parti unique, était à lui seul une école qui a formé toute une génération de journalistes imprégnés de belles valeurs professionnelles et morales, toute une génération à qui tu manques cruellement aujourd'hui. Majid, nous t'aimons encore. Youssef Tahar, jeudi 4 février 2026. Voilà, merci. Moi, quand je pense à mon père, tout d'abord, je pense à sa voix, une voix forte, rocailleuse, mais aussi chaleureuse. Donc c'est une voix qui m'a bercé, moi et mes sœurs, dans notre enfance. C'est difficile de le dissocier, de dissocier mon père du poète qu'il est. Pour moi, en fait, c'est tout simplement une incarnation de la poésie. C'est impossible de lire un poème sans l'entendre avec sa voix. Il nous a transmis beaucoup de choses, son amour des livres, de la littérature. Après, à l'école primaire, quand on le voyait devant le portail, on savait qu'on allait passer 2 heures jusqu'à la fermeture de la bibliothèque municipale à lire des livres et à venir le chercher en bas à la fermeture. Évidemment, donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'était un exilé, mais il a pu trouver d'abord par ma mère, il a pu trouver une part d'Algérie ici à Toulouse, avec ses amis aussi, et qu'il a construit ici. Il a pu aussi trouver à Perpignan, donc la ville de mes grands-parents maternels, ce qu'il avait en Algérie. Lui qui est né à Intaya, près de un village côtier, il a pu passer tous ses étés à la plage, plus que nous, le matin, dès 9h jusqu'à 17h, avec seulement un thermos, une baguette et un journal. Et donc c'est là-bas près de la mer qu'il se sentait chez lui. Il est né du coup à Intaya, en Algérie française, et il est décédé à Saley, près de la mer. Donc il a vécu des 2 côtés de la rive, et ces textes, je pense, continueront de résonner des deux côtés de la mer. Voilà. Bonjour à tout le monde. C'est très émouvant d'être là et de parler de Majid. J'anime une émission de Radio Occitanie, avec laquelle Majid m'a souvent accompagné. Il était familier des lieux, comme j'étais familier également des lieux de sa radio à lui, qui était Canal Sud. Lorsque j'ai appris la disparition de Majid, j'ai écrit un petit éditorial, comme j'ai l'habitude de le faire, pour expliquer ce que recèlent nos émissions, puisque depuis 1983, Radio Occitanie, toutes les semaines, diffuse 1 heure d'émission de poésie, que l'on peut entendre actuellement le mardi en direct, également le jeudi, de 20h à 21h. Et donc vous aurez demain, sur Radio Occitanie,
à 98,3 MHz. À 20h, vous aurez une émission que nous avons eu le plaisir de faire, Leïla Boutaleb et moi-même, sur Abdelmajid Kawa, en passant une partie d'une émission où Majid était présent, c'était en 2014. Et donc vous pourrez, demain soir, sur cette radio, écouter la voix de Majid lors de l'émission où il avait été invité, donc en 2014. Et puis cette émission, elle est toujours pérenne, vous pouvez l'écouter à tout moment, comme vous pourrez écouter aussi à tout moment l'émission que nous avons réalisée, Leïla Boutaleb et moi-même, donc hier, sur un site qui s'appelle lespoètes.site. Et voilà ce que j'avais écrit lorsque j'ai appris la disparition de Majid. J'avais beau savoir qu'il ne donnait plus de nouvelles, que les courriels demeuraient sans réponse, que nous allions perdre le grand poète algérien Abdelmajid Kawa, apprendre son décès survenu à Perpignan le 20 juillet 2025 me plongea dans le désarroi. Je ne pouvais plus retarder la submersion de la tristesse et étouffer tous les souvenirs des moments heureux que nous avions partagés. Michel Cozem, qui est mort en 1923, il était né en 1939, d'emblée, dès les premiers temps de l'exil de ce poète algérien, fuyant son assassinat programmé durant la guerre d'Algérie dans les années 90, cette guerre qui a fait quand même plus de 100 000 morts, Michel Cozem l'a accueilli encre vive. Abdelmajid Kawa, journaliste de profession, était un homme de radio. Je fus son invité à son émission Radio Soleil, puis plus tard, l'invité régulier, souvent avec la comédienne Danielle Catala, qui a fondé avec René Gouzen la Cave Poésie à Toulouse, et il faut le rappeler ça, de son émission Canal Sud à Toulouse. Lui devint un familier de mon émission Les Poètes à Radio Occitanie. Je l'ai fait rencontrer le poète franco-israélien Michel Ekar Elial, et il était présent à la bibliothèque du musée Georges Laby à Toulouse lorsque ce dernier, c'est-à-dire l'éditeur des éditions Le Vent, est venu présenter justement les éditions Le Vent, qui sont maintenant à Montpellier, ces éditions, qui étaient à Tel Aviv et qui, Michel Ekar étant revenu à Toulouse, ces éditions sont à Montpellier. Et donc, cette amitié est née, je peux en témoigner, donc, entre Abdelmajid Kawa et Michel Ekar Elial. Il participa à un colloque de l'Académie des Jeux Floraux à l'hôtel d'Acésa sur la poésie des rives de la Méditerranée. Il m'adressait des articles qu'il faisait paraître dans les journaux d'Algérie et je les diffusais aux amis et les mettais en ligne un temps sur le site de l'émission Les Poètes. Le soir, après l'émission, je le raccompagnais en voiture. Alors, au départ, c'était au Pradette, lorsqu'il demeurait à Toulouse. Puis, plus tard, il s'installa dans la ville de Carbone et il était tributaire, je me souviens, des horaires de train. Des années de complicité, d'amitié, jusqu'à son silence, que j'ai respecté, désemparé devant la maladie. Des années de complicité, d'amitié, sa pudeur et son courage furent la marque d'un homme d'exception. Camusien, il parlait beaucoup de Camus, et on retrouve d'ailleurs sur cet amour de la mer, du soleil, on retrouve là toute cette imprégnation de Camus. Camusien, c'était avant tout un homme de paix qui s'est investi en entier dans l'essor de la poésie algérienne de langue française, lui consacrant une anthologie que je vous recommande, puisqu'elle est actuellement dans une édition de poche, aux éditions Seuil, dans la collection
dans la collection Point, hein, et donc qui bénéficie d'une grande diffusion et qui est à la portée évidemment de toutes les bourses. Et c'est à lui que l'on doit ça. J'ai fait écouter de nouveau sa voix en rediffusant une des émissions dont il était le sujet à Radio Occitanie. C'était celle de l'émission de 2014. J'ai fait ça, je crois que c'était en septembre, où il était venu, donc accompagné de journalistes et femmes de radio, Leïla Boutaleb. Alors vous pouvez écouter cette émission en allant sur le site lespoètes.site et en allant pour écouter les émissions. Il y a une rubrique pour écouter les émissions. Il faut aller ensuite à l'année 2014 parce qu'il y a toute une quinzaine d'années disponibles donc d'émissions de radio. Voilà. Je voudrais dire quelques mots sur Que pèse une vitre qu'on brise. 40 ans de poésie dans un recueil qui a été publié par Fodil Belloul. Profond et lapidaire, hanté par le souvenir des compagnons assassinés ou traversés par les douleurs de l'exil, les poèmes du recueil Que pèse une vitre qu'on brise d'Abdelmajid Kawa témoignent de plus de 40 ans d'écriture et de la place du poète dans l'histoire de la poésie algérienne francophone. Ce recueil de 86 pages, paru aux éditions algériennes Arak, rassemble une quarantaine de textes, pour la plupart inédits, écrits par Abdelmajid Kawa entre 1972 et 2014, offrant au lecteur une occasion de découvrir ou de redécouvrir une verve poétique constante que l'on a entendue par la voix tout à l'heure donc de son ami qui a lu ces poèmes extraits de ces éditions du Stencil dont j'ai toujours entendu parler et que je n'avais jamais vu. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir vu ces éditions du Stencil. Alors, marqué par les drames humains dans l'Algérie contemporaine, présentés selon un ordre plus ou moins chronologique, ces textes portent également des hommages à d'autres poèmes algériens comme Tahar Djaout, Youssef Sakti et Jean Sellag, bien sûr. 3 poètes assassinés quand même. Ou étrangers, comme l'immense Mahmoud Darwish et le poète bosniaque Izzet Saraliji. Témoins de lettres fraternelles du poète, comme l'écrit Jamel Amrani, autre grand poète algérien, dont un article sur Kawa est inséré au livre, ces poèmes dédiés, parmi les plus poignants du recueil, replongent aussi les lecteurs dans l'horreur de la violence terroriste des années 1990. L'évocation de cette époque où l'on arme la haine à coups de versets inversés est différemment présentée par le poète selon les textes, des strophes incantatoires et puissantes énumérant les noms des victimes dans Maison livide, je pense que vous allez en entendre des extraits, qui a été publié en 1994. Elle devient une vision de femmes en noir, entre guillemets, femmes en noir, posant des talismans pour conjurer le règne de l'oubli. L'exil européen du poète, après ces années de folie et d'enfer, constitue un autre thème majeur du recueil que le poète explore avec autant de diversité. Dans les portes de l'exil s'ouvre à Blagnac, Kawa, il y avait un poème où il parlait de ça, son arrivée à Blagnac. Kawa s'interroge avec amertume, qu'est-ce qu'un aéroport, sinon un commerce de l'absence, une maison close puant de nostalgie, alors que dans d'autres, il convoque la figure mythique d'Ulysse. Cette référence récurrente au héros de l'Iliade renseigne également sur l'ancrage méditerranéen du poète, comme l'explique le sociologue espagnol Jordi Estivil dans l'avant-propos du recueil. L'évocation de la mer est aussi présente
lorsqu'il s'agit pour Kawa de parler de ses années de jeunesse dans sa ville natale d'Antalya, une référence à la nature, une référence qui est très présente dans ses poèmes, surtout dans les plus vieux textes d'ailleurs du texte, de ce recueil. Voilà, Quand la nuit se brise. Donc c'est une des meilleures anthologies de la poésie algérienne francophone qui avait paru avant que, bien sûr, Seuil ne le reprenne donc, sous une forme, en format de poche. Je vais terminer par une lecture de Christ mort. Christ mort. C'est un simple sourire, franc comme du froment de l'ancien temps. Sourire étincelant, pareil à un horizon après l'averse. Le petit mort repose dans une benne à ordures. Il a croisé son destin, dit-on, en guise d'oraison. Pas de Noël pour l'Arbi, simplement un cercueil plombé pour la rive sans jouet, des mottes de terre jetées à ciel ouvert sur un ange lacéré. L'Arbi a rencontré au détour des aubiers l'ogre des contes ancestraux. Au royaume du petit mort, le Père Noël n'existe pas, et ici, pour rire, on le traite de salaud. Était-ce l'ogre nécrophage, un faux Père Noël, le destin, dans une benne à ordures, en la bonne ville de Bordeaux, un enfant d'ici, d'ailleurs, un petit Rimbaud sans voix, surpris par l'enfer, se décompose entre gel et Noël. Christ, fils de Myriam, reconnais-le avec effroi. Le petit mort s'est trompé de sourire, comme toi avec Judas. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, Abel Majid, Kawa. Toi qui cherches le sens des mots, la beauté dans les lignes des mains et l'espoir dans les chiffres, tu iras par des chemins difficiles, des points et des sangsues, des murs et des aiguilles. Tu iras par des chemins durs pour prouver que les mots ont souvent un sens, quand même toutes les mains ne sont pas habituées à la tenir. Tu iras par le sel et par l'algue, par les chemins où l'homme tient sa peau si fragile, comme un vieil étendard de désir. Tu iras par des chemins obscurs, de nuit en nuit, un peu plus délivrés du poids de ta frayeur. Des hommes lèveront sur toi la main, et la peur naîtra de tes propres certitudes. Toi qui cherches le sens de ta présence, tu aimeras longuement avant de découvrir la violence de l'amour, et les portes de la tendresse te seront longuement interdites. Tu croiras parfois que ton désir est la dernière porte à ouvrir, mais longtemps encore, tu continueras à te chercher avant de t'ouvrir à la profonde parole qui t'attend à la dernière halte de ta faiblesse. Tu peux en dire un mot ? Oui, bien sûr. Je sais pas je sais pas si c'est ça, c'est marqué. Pardon. Tu n'avais pas marqué. C'était quoi ça? Ah oui, celui-ci, non? Non, oui. Ah d'accord, merci. Quelque chose a craqué dans le noir de tes yeux. Est-ce ton désir? Est-ce cette étoile impure qui te voue à l'errance? Est-ce un grain qui assure sa présence sous le sommeil de la neige? Quelque chose a craqué dans le noir de tes yeux. Quelque chose de dur qui naît à la douleur et qui n'est pas une réponse définitive aux postures lancinantes de notre attente. Quelque chose a craqué dans le noir de notre nuit. Une branche de laurier échappe
à la fatalité de l'Oued. Quelque chose a craqué dans le noir de la mémoire, l'orgueil du feu assumé par les Casbahs, l'amour faisant violence à demain. Quelque chose a craqué dans le noir des miroirs. Désormais, nous nous regarderons de toute la hauteur de notre nudité. C'est tout. Comment Oui, si tu veux. Si tu as qu'est-ce que bon. Ça, c'est je vais lire. C'est moi qui lis ça. D'accord. Ça y est, ça, je l'ai mis, j'aime. Ça va? Allez. Par quelle main retenir le vent? C'est ça? Par quelle main retenir le vent? Oui. Bon, par quelle main retenir le vent? La droite pétrie de surdité qu'on exhibe au marché de la volupté. La gauche, la ténébreuse, au délire liquide des dockers consacrés. Par quelle main asseoir le doute azuré, le frisson écrasé au moulin de la déroute? La droite, frappée de cécité, celle qu'on habille de velours, avant de forcer le faucon. La gauche, la violente, qui saisit au cou le soleil et le fixe dans sa certitude. Voilà, merci. J'aimerais commencer par vous lire un texte de Majid. Je vais lui dire déjà quelque chose à Majid. Quand on se voyait à Toulouse, je lui disais Saha Majid. Voilà, comme on dit un peu, en tout cas à Alger. Donc c'est un texte extrait de Par quelle main retenir le vent, aux éditions NEB Noir et Blanc. Il y a un peu de toutes les mémoires dans ce lieu redécouvert, ni sombre, ni amer, juste ce qu'il faut d'épreuve pour avoir survécu au saccage. Ni tout à fait entier, ni tout à fait le même. Toujours cet espace où le feu vivace s'acharne contre les premières frayeurs des miroirs nubiles. Il y a un peu de mémoire, il y a un peu de toutes les mémoires dans ce lieu de péril, ni sombre ni amer, juste ce qu'il faut de patience après avoir tout ajourné. Ensuite, je voulais partager avec vous le poème qui a été choisi pour la 4e de couverture de la réédition de l'anthologie établie par Majid. Et le poème choisi de cette anthologie, c'est un poème d'Anna Gricki. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. C'est ma manière d'avoir du cœur à revendre. C'est ma manière d'avoir raison des douleurs. C'est ma manière de faire flamber des cendres. Anna Gricki. Et ensuite, voilà, un petit coucou à Majid avec ce que j'écris moi-même, qui nous remerciera, nous, peuple de parias, d'avoir tué nos peines. Et dans un coffre d'aéroport, plier nos langues exubérantes, l'adresse d'un cimetière pour le voyage du retour. Qui? Dans le mot exil, il y a une paire de semelles qui ne se parlent plus, un baluchon plié en haut du placard, une boussole rongée de remords, un dictionnaire bilingue qui dit peu de choses de l'exil, juste assez pour cacher sa douleur. Des semelles, un baluchon, une boussole qui ne rentre pas dans la traduction du mot exil. Une boussole
des semelles embaluchants qui ne rêvent plus du droit au retour. Il s'agit de quitter le pays légère, valise en soute, sac en cabine. Le reste n'est pas déclaré. Le reste n'a pas de bagages à sa taille. L'avion décolle, les bagages intimes tombent en pluie de leur cachette. Quelque chose de mou, témoin du désastre, nous épie nuit et jour. Entre deux obus, nous inventerons un temps précieux. Il conjuguera la liste des verbes naïfs. Un temps d'opulence, soumis au frémissement du cœur. Et sur l'agenda du désir, nous désapprendrons le passé et le futur, assignerons le présent à une fonction d'auxiliaire. Et un petit dernier. Des dossiers pleins les bras, nous sommes arrivés devant le portillon de l'éternité. Le gardien du site s'est plaint de solitude. Personne n'était venu depuis des millénaires. Il nous a offert un thé à la menthe. Le chien n'est pas venu nous renifler. Le temps était accroché aux poussières du calendrier, sur les murs de la guérite. Nous avons pris des photos du domaine de l'éternité, un selfie avec le veilleur. Nous sommes repartis, des dossiers pleins les bras. Merci. Je voulais dire que Majid, c'est plus qu'un ami, c'est-à-dire c'est un frère. Moi, je suis d'une ville qui s'appelle Médéa. Nous sommes de la même ville, c'est-à-dire c'est la famille. Amti Aïcha, la maman de Majid, elle nous reçoit tout le temps. Et elle nous prépare du café, du couscous, tout ça. C'est vraiment, on habitait dans la même cité. Majid, il est d'une famille très populaire. C'est pas la classe bourgeoise. Et c'est pourquoi il y a les conséquences de tout. Quand il y a eu le drame en Algérie, déjà, il ne pouvait pas aller à Médéa, d'Alger à Médéa, parce qu'il y a le terrorisme, il y a les faux barrages, et Médéa, c'est une ville connue par... c'est-à-dire, on est exposé à la mort. Et puis, il habitait aussi dans une cité qui s'appelle Ben Jarrah. Ben Jarrah, c'est aussi... Et il avait un problème avec sa barbe. C'est-à-dire, avec la police, quand il est en voiture, il est terrorisé vraiment. J'ai pris la voiture avec lui plusieurs fois, parce qu'on peut penser que c'est un islamiste. Alors, c'est pas un islamiste, c'est un progressiste, quelqu'un de gauche. Voilà. Et... voilà, pour vous dire, pour le film, pour que je témoigne, moi j'étais journaliste, c'est lui qui m'a recruté, autant que correspondant à Médéa. Je travaille en langue arabe, parce que le journal, il y avait la version française, il y avait la version arabophone. J'étais très jeune, à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et pour vous dire, à l'époque du Parti unique, mon premier article, c'était « Grève à Médéa ». Voilà, c'est-à-dire, à l'époque du Parti unique, il y avait quelque part une démocratie qu'on a imposée, qu'on n'a aucun problème. La sécurité militaire ne m'a pas pris, et ils ne m'ont pas mis en prison, ou bien appelé par un juge, ou l'article il est passé, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, on travaillait, il y avait une foi, il y avait quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il y avait vraiment du militantisme, on faisait ça. On ne mesurait pas le temps, Majid a réussi, il a parlé plus de cette expérience d'un journal qui était unique. Même l'encadrement de la presse dans les années fin 80-90, c'était de l'unité. Tout le monde était de l'unité. C'était vraiment une école, l'unité. Ce pas des gens qui ont fait le journalisme, qui ont fait même, certains ont fait l'université, mais d'autres non. Alors pour le film,
On était de passage avec ma famille chez Majid Nassira. Les enfants, ils étaient petits à l'époque, je pense. Et voilà, j'ai pris ma caméra, j'avais un appareil photo et j'ai commencé à filmer. C'était pas quelque chose qui était prévu pour le faire un film sur Majid. Non, il lisait la poésie, il lisait avec beaucoup de cœur. Et moi, j'ai adhéré à ce qu'il disait. Voilà. Bonsoir, je suis Moustapha Kawa, je suis le frère d'Abdelmejid. Je vais vous lire un petit texte, il n'est pas de moi en fait. C'est mon frère, mon plus jeune frère Alamdin Kawa, qui vit actuellement au Canada, qui l'a écrit parce que je lui ai dit que j'allais participer à un hommage à Medjid. Et du coup, je ne sais pas, il n'a pas, dans les nuits glaciales du Canada, il n'a pas dormi, il a écrit ce texte et il me l'a envoyé. Et puis je me suis dit, pourquoi parler quand je peux rapporter la parole de quelqu'un qui a peut-être un peu cerné mieux que moi son frère. Souvenir, le frère avant le poète. Donc en cette soirée d'hommage à mon grand frère Abdelmejid Kawa, je voudrais vous lire le texte écrit hier par mon autre frère Alameddin, aujourd'hui âgé de 66 ans. Mais Medjid laisse derrière lui un héritage écrit, porté par une parole libre et un cœur généreux. Mais il laisse surtout en moi le souvenir d'un frère aîné qui a dû assumer très tôt des responsabilités familiales, bien lourdes pour son âge. Donc, ce n'est ni du poète, ni du brillant journaliste qu'il fut que je veux vous parler, mais du frère, et je ne sais pas où commencer. Faut-il commencer par la grande joie qu'il laissa au sein de la maison des grands-parents lorsqu'il est venu au monde un 25 décembre 1950, ce jour-là, à sa naissance, sa naissance fut vécue comme un cadeau, une lumière déposée au cœur de chaque membre de la famille. Ou faut-il plutôt commencer par ce jour où je suis allé le voir dans son bureau, au journal L'Unité, à la place des Martyrs, à Alger, pour lui annoncer que je venais de décrocher mon baccalauréat et que j'étais venu à la capitale m'inscrire à l'université. Je me souviens très bien de cet instant. À l'annonce de ma réussite, un lourd silence s'est abattu sur les lieux. Medjid me fixa longuement sans dire un mot. Puis, sans détourner son regard de moi, il annonça à ses collaborateurs qu'ils devraient se débrouiller sans lui pour faire le journal. Il ajouta d'une voix chargée d'émotion qu'il avait aujourd'hui quelque chose de bien plus important à faire, fêter la réussite de son petit frère. Il s'approcha alors de moi, les yeux mouillés de larmes. Il me prit dans ses bras et me serra très fort contre lui. À cet instant, j'ai ressenti une chaleur que je n'ai jamais plus retrouvée de ma vie. Ce n'était pas l'étreinte d'un homme public, ni d'un intellectuel reconnu, mais celle d'un frère aîné, fier, soulagé et profondément aimant. Ce jour-là, j'ai compris tout ce qu'il avait porté en silence, les sacrifices, les renoncements, les peurs aussi. Derrière l'homme de lettres et de presse se cachait un pilier familial, un protecteur discret, un frère qui avait grandi trop vite pour que nous, ses frères et sœurs, puissions avancer dans la vie. C'est de cet homme que je veux me rappeler aujourd'hui, avant le poète, avant le journaliste. Medjid, de toute sa vie, avait été un être doux et chaleureux.
Et dans mes souvenirs, c'est cette étreinte, cette chaleur unique qui le résume le mieux. Que Dieu l'accepte dans son paradis et que la terre lui soit légère. Kawa al-Mdin. Alors, Nassera Kawa. Je remercie toutes les personnes là qui ont témoigné. Ces témoignages donc riches en souvenirs, en émotions sur donc Majid, le poète, le militant, le journaliste. Moi, je retiendrai le poète. Voilà. Et j'aimerais bien citer, je trouve que Jamal Amrani, Allah yarhamou, donc l'a bien décrit dans un article paru à Al-Watan en octobre 1994. Alors, je le cite, c'est que Kawa est poète jusque dans la chair de son cœur, presque trop poète. Oserais-je prétendre? L'envie me monte à la tête. Donc je pense que ça le résume vraiment parfaitement. C'était le poète à la maison, avec les enfants, avec moi-même, donc une vie vraiment pleine de joie, de musique, de poésie. Voilà, les journées passées ainsi, avec évidemment de bons petits plats, voilà, parce qu'il aimait bien manger. Alors, je vous remercie donc à tous pour votre présence, pour honorer sa mémoire, je remercie également les personnes qui n'ont pas pu être là, mais qui ont déjà témoigné donc, à travers des écrits, des reprises d'articles, des republications, donc des interviews qu'on voit dans les réseaux, dans les journaux algériens. Je remercie particulièrement Leila Boutaleb, une grande amie donc, qui a accompagné pendant toutes ces années de maladie, donc elle a été présente, elle passait de longues journées avec lui, donc des journées ponctuées de promenades, de lecture, de musique. Je la remercie énormément, elle a été vraiment d'un très grand soutien. Également Annie, ma sœur, ma confidente, donc c'est ce que disait Majid sur Annie. Donc c'était sa sœur. Donc Annie également, lors de ses passages réguliers, elle ne venait jamais les mains vides. Elle avait toujours une pile de DVD, Léo Ferré évidemment, Rimsky, Korsakov, La Calas, voilà, enfin tout ce qu'il aimait. Et elle aussi, sans oublier donc les nouvelles parutions, les nouveaux recueils. Les tout derniers recueils qu'elle lui a amenés, c'était le recueil de Hafid Saidi, La blessure du papillon, donc Jorh al-Faracha, et et aussi donc Espoir de Gaza, la dévastée de Ziad Meddour, qu'il a lu avec Leila. C'était ses dernières lectures de poésie. Voilà. Après ces deux publications, voilà, il n'a plus été en mesure donc de lire ou de faire autre chose. Donc je remercie aussi, enfin, je remercie Monsieur le Consul d'Algérie, donc à travers lui, les autorités algériennes, d'avoir facilité, ils ont été très très réactifs et d'avoir facilité donc toutes les démarches concernant le rapatriement du corps
Et ça nous a vraiment enlevé, voilà, enfin, ça nous a permis de faire notre deuil d'une manière sereine. Merci à Averroès, voilà, d'avoir pensé à cet hommage. Et Allah yarhamou. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il faut rêver. Toujours. Si seulement j'étais un artiste, je pourrais faire chanter la terre, je ferais sourire mes frères en pensant à l'amour le faire. Si seulement j'étais un chanteur, je ferais reculer la mort, je déjouerais les mauvais sorts, indiquer aux paumés le port. La musique a la force magique, les paroles sont de fiables boussoles, les chansons entraînent les saisons, les artistes sont ceux qui l'artisent. Si seulement j'étais musicien, je ferais d'aujourd'hui demain un monde fait pour les humains, éradiquant la peur, la faim. Si seulement j'étais baladin, j'aurais la lampe d'Aladin, chacun à l'autre tendrait la main. C'est le génie du genre humain. La musique a la force magique, les paroles sont de fiables boussoles, les chansons entraînent les saisons, les artistes sont ceux qui l'artisent.